Bonjour à toutes et tous, je suis Didier Guignard, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie, en particulier dans ses dimensions rurales et coloniales. Je suis ravi de vous présenter ici quelques pistes et propositions de lecture en lien avec la thématique du concours national sur l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans son édition 2025, et dont la thématique est l'Algérie en mouvement, mobilité et migration 1830-1962. Un focus possible, c'est-à-dire une manière de se lancer dans cette thématique, pourrait être de saisir les contraintes fortes que le régime de l'indigénat, imposé aux Algériens des années 1840 aux années 1940 au moins, générait dans leurs déplacements et lieux de résidence. C'est ce que je vous propose dans cette présentation. Alors commençons par définir ce qu'est le régime de l'indigénat. C'est un régime d'exception régi par le droit et ou en dehors de tout cadre légal. Et dans tous les cas de figure, les pratiques associées sont absolument fondamentales. Il se décline différemment d'une colonie à l'autre, même si l'objectif commun est de maintenir le gros de la population autochtone dans la sujétion. Ainsi, les Algériens ont beau être reconnus de nationalité française à partir de 1865, ils n'accèdent qu'individuellement et même difficilement jusqu'à l'indépendance à la pleine citoyenneté. On peut faire remonter ce régime de l'indigénat aux années 1830-40, soit dès les débuts de la conquête, lorsque l'administration militaire commence à décider d'un certain nombre d'infractions et de peines spéciales pour les sujets algériens. Et on peut prolonger cet indigénat jusqu'au milieu des années 1940, lorsque le gouvernement français l'abolit officiellement, même si sur le plan du droit, comme des pratiques associées, encore une fois, la discrimination perdure jusqu'à l'indépendance, elle est même renforcée pendant la guerre d'Algérie. Il est évident que le contrôle des déplacements et des lieux de résidence est l'une des raisons d'être d'un tel régime, avec des différences et des évolutions sensibles toutefois, selon les faits observés et la période considérée, d'où la déclinaison que je vous propose ici en 3 temps et qui propose des éclairages distincts et complémentaires à la fois. Je commencerai par ce qui se passe à l'intérieur de la colonie, des années 1840 aux années 1910 au moins, avec l'instauration notamment du permis de voyage ou des réquisitions de main-d'œuvre, donc dans les frontières même de l'Algérie. Pour bien comprendre comment les choses se passent dans ce cadre, il faut savoir que l'administration militaire a progressivement laissé la place à une administration civile sur le modèle métropolitain. Cette substitution de cadre administratif s'est opérée toutefois par à-coups des années 1840 aux années 1880, avec l'érection de départements, d'arrondissements, de communes, même si au final le décalque avec la métropole est très imparfait, comme le montre par exemple cette carte d'une partie du département d'Alger en 1943, avec des exemples de communes dites mixtes. Vous liserez vert, ces vastes communes blanches entourées de vert, et puis des communes dites de plein exercice, qui sont de couleur jaune et plus petites sur la carte. La différence, c'est que seuls les noyaux urbains ou les terroirs ruraux les plus riches, c'est-à-dire là où l'implantation européenne a été la plus importante, à défaut d'être toujours majoritaire, seuls ces noyaux urbains et ces territoires ruraux sont érigés en communes de plein exercice. Pardon. C'est-à-dire des communes dirigées par un maire et une majorité de conseillers municipaux européens. L'essentiel du territoire restant, c'est-à-dire 80% de l'espace télien habité de la Méditerranée jusqu'au haut plateau stépique, et qui regroupe 70% de la population totale vers 1930, presque exclusivement algérienne, est constitué de communes mixtes, c'est-à-dire des communes dirigées par des administrateurs français nommés et qui s'entourent d'auxiliaires autochtones, des caïds, des cavaliers, etc. Or, au tournant des années 1870-1880, avec l'extension considérable du territoire civil, les pouvoirs disciplinaires, qui autorisent leurs détenteurs à décider sans appel d'une peine d'amende de 15 francs ou de 5 jours de prison pour infraction à l'indigénat, eh bien, ces pouvoirs disciplinaires sont transférés des mains des officiers militaires dans celles des juges de paix.
en commune de plein exercice et des administrateurs en commune mixte. D'où une porte toujours grande ouverte à toutes sortes d'abus, encadrés ou non par le droit. Sur la question des circulations des lieux de résidence, 8 infractions spéciales à l'indigénat sur les 41 fixées en 1882 concernent directement cette question. Je les ai reproduites ici, et on peut je ne vais pas les lire en entier, mais vous pourrez les découvrir, mais on peut les distinguer en 3 groupes distincts. Le premier groupe, réunissant les infractions numéro 4, 19, 20 et 21, subordonne les déplacements en dehors d'une commune de résidence à un permis de voyage délivré par le maire ou l'administrateur, avec l'obligation d'obtenir, avant de se mettre en route, l'autorisation de l'élu ou du fonctionnaire du lieu de départ, du lieu d'arrivée, mais aussi de leurs homologues dans toutes les communes traversées. Les sources consultées pour mon ouvrage sur les abus de pouvoir dans la colonie à la fin du 19e, que je cite à la fin en bibliographie, montrent sans surprise des délais d'attente considérables, une corruption fréquente des fonctionnaires appelés à délivrer des permis, un pourcentage de toute évidence important de déplacements sans autorisation, mais au risque et péril de ceux qui s'y risquent. Des professions subissent particulièrement ces dispositions, les marchands notamment, autant le commerçant qui a pignon sur rue que le simple colporteur, dont vous pourrez découvrir ici, au travers de témoignages, à la fois l'importance numérique dans certaines régions vers 1900, mais également le mode de vie, le complément vital aussi que représente leur activité de colporteur, qui est souvent une activité saisonnière de simples paysans. Un autre secteur d'activité particulièrement touché par ces permis de voyage imposés, ce sont les éleveurs de moutons transhumants, dont les revenus sont déjà compromis par la réduction sévère des parcours dans le nord du pays, dans la région du Tel. On a ici un plan en coupe et le nord est plutôt sur la partie gauche, le sud saharien sur la partie droite. Et les déplacements, selon qu'on se situe en été, ont lieu plutôt vers le Tel et en hiver plutôt vers la partie saharienne. Eh bien, ce groupe est particulièrement touché par les permis de voyage, puisqu'il faut une autorisation administrative qui vient se superposer aux coutumes existantes. Mais parce que ces entraves à la circulation ne sont pas toujours efficaces et compromettent aussi des intérêts européens, elles font l'objet de critiques sévères au Parlement français dans les années 1890 et 1900, si bien que les permis ne sont plus exigés qu'à l'échelle des arrondissements en 1897, ils deviennent même annuels en 1904, puis sont totalement supprimés en 1914. Si je reviens à la liste des infractions qui nous intéressent, un deuxième groupe est constitué des infractions numéros 7 et 39. Elles constituent un groupe à part, puisque d'une autre nature, en punissant d'amende ou de prison les oppositions à toute réquisition de main-d'œuvre, en particulier pour la garde des récoltes de colons, contre les incendies de forêt ou pour la lutte contre les invasions de sauterelles. Ce que les sources montrent là encore, avec de nombreux exemples qu'il est possible de puiser dans mon ouvrage publié en 2010, c'est la confusion fréquente entre les intérêts publics et privés chez ceux qui ordonnent ces corvées, la possibilité pour les indigènes qui sont astreints d'en être épargnés mais contre versement d'une somme en argent, les dizaines de kilomètres qu'ils peuvent parcourir ou qu'ils doivent parcourir pour se rendre sur le lieu de la réquisition au moment même où ces simples félats ou métayers ont leur propre récolte à défendre ou à rentrer. Enfin, la fatigue accumulée après des jours de travail requis sans être toujours payés ni nourris. Là encore, la publicité sur ces abus atteint le Parlement dans les années 1890-1900, mais elle n'aboutit pas à la suppression des réquisitions, contrairement à la suppression du permis de voyage, seulement à l'obligation d'une rémunération minimale à partir de 1904, dont il faudrait vérifier l'application concrète. Un dernier ensemble des infractions qui touchent aux circulations en lieu de résidence réunit les numéros 18 et 22, qui interdisent cette fois l'habitat isolé, comme les réunions ponctuelles de plus de 25 hommes sans autorisation. Sont particulièrement visées ici les manifestations politiques, mais aussi la ferveur des pèlerinages annuels
vers les tombes des saints marabouts. Ils peuvent réunir des foules considérables avec la crainte pour les autorités des débordements, des insurrections fomentées par les confréries religieuses, avec toute la part de fantasmes que cela peut recouvrer, parce que ces pèlerinages intérieurs sont souvent encadrés par les caïds qui cherchent à s'attribuer la baraka du saint protecteur ou doivent au contraire précisément leur poste à leur influence religieuse, ce qui contribue plus à renforcer le pouvoir colonial qu'à l'affaiblir. Je vous renvoie ici, si vous en avez le temps et l'envie, à l'ouvrage magistral de Neil McMaster, paru en 2020, War in the Mountains. Je le cite également à la fin de cette présentation. Une autre façon d'envisager les entraves posées par le régime de l'indigénat au déplacement est de s'intéresser maintenant aux migrations extérieures, aux émigrations, et en particulier celles qui vont vers l'Orient et qui concernent les partisans de ce qu'on appelle l'Hijra, comme les pèlerins à la Mecque, sur une période que l'on peut couvrir des années 1850, par exemple, aux années 1940. L'Hijra, que l'on traduit souvent en français par hégire, c'est la prescription d'Allah tout à fait explicite dans le Coran et qui enjoint à tout musulman qui subit la domination des infidèles de migrer vers le pays de la vraie foi, le Dar el-Islam, puisque ce dernier est toujours assez grand pour l'accueillir. C'est une immigration qui peut être difficile, mais pour laquelle Dieu est susceptible d'apporter une récompense matérielle ou symbolique. Le modèle est bien sûr la migration du prophète et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque jusqu'à Médine en 622. Or, en suivant cet exemple, des tribus, des fractions tribales ou des familles algériennes n'hésitent pas à quitter leur pays pour le Maroc ou la Tunisie voisine dès le début de la conquête. Cette forme d'émigration prend de l'ampleur avec la consolidation de cette conquête dans les années 1850-1870, en privilégiant plutôt la Tunisie sur le Maroc, puisque le sultan du Maroc ne s'est pas toujours montré très accueillant. Il arrive même que les émigrants passent de la régence de Tunis jusqu'en Syrie ottomane, de plus en plus même avec le temps, et en particulier après 1881, lorsque la Tunisie elle-même passe sous domination française. Dans cette première phase, on va dire le milieu du XIXe siècle, indéniablement, les motivations politico-religieuses l'emportent sur les motivations économiques. Je vous laisserai découvrir le premier extrait ici, issu d'une lettre du maréchal Pélissier à Napoléon III, le 28 décembre 1861. Il est parfaitement explicite à ce sujet, même si les débuts de la colonisation foncière peuvent être ressentis comme une menace à court ou moyen terme. Après 1871, en revanche, aux motivations religieuses de l'Hijra toujours présentes, s'ajoutent beaucoup plus les effets de la répression de la dernière grande révolte de 1871 précisément, mais aussi, après cette date, l'accélération de la colonisation européenne, l'extension de l'administration civile, comme avec elle l'aggravation de la pression fiscale et du régime de l'indigénat. Il ne s'agit pas forcément pour autant de migration de la misère. L'historienne Salma Arkal, que je cite en fin de présentation, montre par exemple dans un article, mais aussi dans sa thèse récemment, qui va être bientôt publiée, que les familles de Fella quittent par exemple le Constantinois en 1910, sont des propriétaires de terres et de troupeaux plutôt mieux lotis que la moyenne, et qu'ils peuvent avoir des parents qui restent sur place pour préserver leurs intérêts, d'autant plus que, je le dis tout à l'heure, depuis la conquête de la Tunisie par la France en 1881, l'Hijra conduit de plus en plus vers la Syrie ottomane. Donc il est de moins en moins facile de revenir. L'exode le plus retentissant est celui qui pousse environ 1 millier d'habitants de Tlemcen en 1911 à quitter leur ville et même leur pays. Or, c'est le deuxième extrait ici, le deuxième témoignage que je vous présente. À toutes les motivations déjà évoquées dans cette cité très conservatrice sur le plan religieux, on peut ajouter les débuts de la conquête du Maroc en 1911, l'attrait de l'Empire ottoman chez les notables rouleurlis de la ville, qui revendiquent, à défaut d'avoir une ascendance turque, mais aussi le bruit qui commence à se répandre d'une extension de l'obligation de service militaire aux indigènes d'Algérie.
Si on additionne les vagues de départ successives sur le temps long, le total est assez difficile à chiffrer, les sources ne le permettent pas, mais il ne dépasse sans doute pas quelques dizaines de milliers de personnes. Il n'empêche que le pouvoir colonial ne peut se résoudre à de tels départs. Il y voit facilement la main cachée de la Sublime Porte ou des confréries religieuses, les effets donc d'une propagande panarabiste ou panislamiste, avec la crainte d'une contagion, voire d'un effet boomerang, avec des menaces possibles sur le plan sécuritaire ou économique. C'est aussi la mise en échec flagrante du discours sur l'entente franco-musulmane chère à Napoléon III, promoteur d'une politique dite du royaume arabe dans les années 1860, ou encore du discours véhiculé par la Troisième République, davantage assimilateur sur le papier, et qui vante volontiers les bienfaits de la civilisation apportés par la France. Or, pour ne prendre que l'exemple de l'exode de Tlemcen en 1911, il s'agit d'une ville au rayonnement culturel toujours très important dans le monde islamique au début du XXe siècle. C'est l'ancienne capitale du Maghreb central, ne l'oublions pas. Si bien que la presse étrangère, métropolitaine, mais aussi coloniale, ne se prive pas d'émettre toutes sortes de critiques assez sévères et gênantes sur la politique suivie par la France depuis plusieurs décennies et qui justifierait de tels départs. Une possibilité de travail, c'est de se pencher par exemple sur l'enquête publiée du 14 au 18 octobre 1911 dans l'Écho d'Oran, qui est tout à fait accessible en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, et qui, avec les prismes de l'époque bien sûr, donne vraiment de la matière à moudre. Aussi, pour toutes les raisons évoquées, qui inquiètent le pouvoir colonial, des mesures sont prises assez tôt pour canaliser, voire empêcher une telle émigration. C'est en particulier la mise en place d'un passeport qui est conditionné à une enquête sur les candidats au départ, à un cautionnement, sans quoi ils ne peuvent pas partir, ils ne sont pas autorisés à le faire, à l'achat d'un billet aller-retour même en cas d'embarcation sur un navire, et la mise en place d'une politique concertée après 1881, puisque les autorités françaises sont présentes aussi bien à Alger qu'à Tunis. C'est l'exemple du document que j'ai reproduit ici et qui est un permis de voyage de 1887 pour deux Algériens vivant en Tunisie et désireux de se rendre à l'oasis de Ouergla, dont ils sont natifs au sud-est de l'Algérie. Je vous laisserai découvrir dans le détail ce document. Il est intéressant parce qu'il est établi en Tunisie et non seulement ces deux Algériens obtiennent un permis de voyage aller-retour dans leur pays d'origine en 1887, mais l'autorisation s'étend aussi au port d'armes, qui est également prévu et donc obligatoire dans le cadre du régime de l'indigénat. Il n'empêche qu'avec ou sans armes, avec ou sans permis de circuler, nombreux sont les candidats au départ à franchir la frontière sans passeport. Une partie de ce que je viens de dire pour les Muhajirin, le nom donné à ceux qui accomplissent la Hijra, vaut aussi pour les pèlerins à la Mecque. Ces derniers doivent en effet se munir du même passeport et on retrouve, du côté du pouvoir, la même crainte d'un pèlerinage prétexte à une immigration définitive ou d'une propagande panislamiste au retour. À cela s'ajoute, en raison de la concentration de pèlerins du monde entier au même endroit, les risques bien réels de pandémie, en particulier le choléra, qui frappe la Mecque en 1865 et encore en 1893, avant de se propager ensuite dans différentes régions du monde. Ce qui change cependant avec le pèlerinage à la Mecque, contrairement à la Hijra, c'est qu'il est beaucoup plus facile à contrôler pour les autorités françaises. D'abord parce que la route terrestre qui conduit d'Algérie jusqu'en Arabie est en effet très longue et difficile, si bien que les pèlerins eux-mêmes privilégient les navires affrétés directement par le gouvernement français. En outre, les contrôles des passeports ont lieu à l'aller comme au retour. Vous pourrez vous en rendre compte avec la reproduction de ce laissez-passer pour l'un des pèlerins, voyage retour de Jeddah jusqu'à Alger. On est en 1892. On est même avant
la mise en vigueur de règles sanitaires beaucoup plus strictes qui sont imposées aux compagnies maritimes à partir de 1894, notamment après l'épidémie de choléra de l'année qui a précédé. Si bien que la sévérité de l'encadrement par les autorités françaises du pèlerinage est telle que les flux de pèlerins en provenance du Maghreb, c'est le tableau qui va vous permettre de vous en rendre compte, ces flux de pèlerins entre 1873 et 1914 ont une tendance à diminuer ou à reprendre très timidement, à la différence de ceux en provenance de l'Empire ottoman, le cas des Égyptiens avant 1882, de l'Empire britannique, le cas des Indiens, des Malais ou des Égyptiens après 1882, ou encore en provenance de l'Empire néerlandais, avec l'exemple des Javanais. Cette différence de traitement des pèlerins d'un empire à l'autre occasionne des reproches internationaux sévères et récurrents contre la France, qui est accusée, par la Grande-Bretagne notamment, d'aggraver le mécontentement dans le monde musulman par ses entraves au pèlerinage, par le risque sanitaire ou la cherté accrue des frais de logement qu'elle génère en amenant d'un coup sur place quelques milliers de pèlerins, tous à la fois. D'où aussi un changement de politique de la France après la Première Guerre mondiale. L'encadrement est toujours sévère, mais il l'est un peu moins, et il permet surtout le développement d'une propagande pour montrer la présence des officiels français aux côtés des notables musulmans à chaque départ ou à chaque arrivée du pèlerinage. Là, je vous conseille, je n'ai pas mobilisé cette source ici, mais j'en ai entrevu toutes les potentialités. Je vous conseille les reportages des actualités de la fin des années 1940 dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, qui sont tout à fait accessibles en ligne. Si vous mettez le mot-clé pèlerinage Algérie, vous aurez des extraits d'actualités assez extraordinaires à commenter. Migrations intérieures, migration vers l'extérieur, mais plutôt en direction de l'Orient. Une autre dimension qui peut être abordée ici, c'est la régulation de l'immigration de travail en France des années 1900 à 1940. Je ne commence pas plus tôt parce que l'arrivée des premiers travailleurs algériens en France, souvent des hommes seuls, majoritairement kabyles, n'est pas vraiment antérieure à la première décennie du XXe siècle. On compte environ 5000 ouvriers algériens en France en 1912, à la veille de la Première Guerre mondiale. Outre les manœuvres agricoles, les terrassiers ou les colporteurs habituels, c'est le moment où se développent beaucoup plus les industries et les infrastructures dans l'Hexagone, avec des besoins de main-d'œuvre qui ne sont plus aussi facilement satisfaits par les apports de l'immigration polonaise ou italienne. On retrouve ainsi de plus en plus d'Algériens parmi les dockers à Marseille, sur le chantier du métro parisien, sur les différents sites des raffineries Say ou des usines Michelin dans les mines du nord de la France, etc. C'est pourquoi la pression des employeurs, autant sinon plus que celle de parlementaires défenseurs des droits de l'homme, aboutit à la suppression du permis de voyage quelques semaines seulement avant la guerre pour faciliter la traversée jusqu'en France. Cependant, cette émigration de sujets français reste très sensible à la conjoncture économique et politique dans la première moitié du XXe siècle. Des hausses sensibles correspondant aux besoins de soldats et d'ouvriers pendant la Première Guerre mondiale ou correspondant à la période de reconstruction et de reprise de la croissance après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aussi des suppressions d'arrivées ou des retours forcés et massifs en période de récession. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la crise qui suit ce premier conflit planétaire, une crise mondiale, pendant les années 30 également, ou encore pendant les périodes d'occupation allemande et du régime de Vichy, très hostile à l'immigration, après la coupure nette des relations avec l'Algérie également, consécutif au débarquement anglo-américain de 1942 en Afrique du Nord. D'une façon générale, on assiste à une tension permanente entre le statut de nationaux français des Algériens et le fait qu'ils soient toujours considérés, comme les Marocains ou les Tunisiens, comme des indésirables ou des sujets inassimilables à chaque fois qu'on n'a plus besoin d'eux, ou moins besoin d'eux. C'est l'esprit et la lettre de la circulaire du ministre de l'Intérieur Camille Chotan, qui fait partie des dates clés que je vous présente ici. Esprit d'une circulaire qui oblige les Algériens à la possession d'une carte d'identité avec photo, d'un certificat médical, même d'un certificat d'embauche, avec aussi parfois des conditions de cautionnement ou de détention d'un billet aller-retour.
en tout cas dans les mesures qui vont être prises par la suite pour renforcer encore cette législation. Parfois, on revient à une régulation beaucoup plus libérale. La liberté de circulation est par exemple réaffirmée par le Front populaire en juillet 1936, mais elle ne résiste pas très longtemps quand on regarde les dispositions qui sont prises ensuite. On revient à une libre circulation pour les Français musulmans, notamment d'Algérie, après la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que les besoins, encore une fois, redeviennent très très forts. Une conséquence de tout cela, c'est l'importance de l'immigration maghrébine clandestine, algérienne, marocaine ou tunisienne, qui perdure avec la complicité des employeurs, d'agents de compagnies maritimes ou de fonctionnaires corrompus des deux côtés de la Méditerranée. Cette réalité est en partie révélée par le drame du navire Sidi Ferruc en 1926, puisqu'on retrouve à cette date, dans les cales du navire, une dizaine d'émigrés clandestins marocains, qu'il y en avait sans doute beaucoup plus, et pas seulement marocains, dans les cales du navire qu'on ne s'est pas appesanti à fouiller, puisque le bateau est reparti très très vite vers sa destination d'origine. C'est une réalité qui est en partie révélée donc par ce drame, et l'accusation est portée contre les autorités locales, à Marseille notamment, qui délivrent un peu trop facilement ce genre de récépissés de demandes de carte d'identité, ici pour un journalier au chômage marocain, et qui était une possibilité, sans avoir encore la carte d'identité, de pouvoir faire la traversée. En conclusion, je dirais simplement que je voulais vous montrer ici, par ces différents éclairages, la grande variété des pistes possibles en relation avec la thématique du concours, la richesse des documents qui peuvent venir alimenter les productions d'élèves. Si les ressources bibliographiques ne manquent pas, elles ne sont pas forcément adaptées à tous les niveaux scolaires, mais elles peuvent vous permettre d'affiner avec eux leurs commentaires, de préparer également vos cours, votre encadrement, c'est du moins ce que j'espère. Je vous remercie de votre attention.